Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce jeudi 1er novembre 2018, j'étais l'invité de CNews pour parler de plusieurs thèmes. Le premier, c'était l'installation de policiers à l'intérieur des écoles. Le deuxième, c'était les déclarations d'Emmanuel Macron concernant les années 30, puisqu'il a dit que nous étions dans une période qui était similaire à celle des années 30. Et puis le dernier thème, c'était la question du populisme, enfin des populismes, puisque c'est le mot avec lequel on essaye de nous faire peur, avec lequel on essaye de mettre dans le même sac l'extrême droite et les progressistes, et avec lequel au final on essaye de nous faire voter toujours pour les mêmes, pour ceux qui font la même politique depuis des dizaines d'années, pour ceux qui font la politique des marchés financiers et de ceux qui ont beaucoup de fric. Donc dans cette émission, vous imaginez bien que j'ai eu un point de vue un peu différent de ce qui était attendu de la tranquillité sur ce plateau. Et je vous laisse du coup regarder ça et j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous plaira. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand JT. C'est l'une des principales mesures du plan contre les violences scolaires des policiers dans certains établissements. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'exclut pas la présence de forces de l'ordre dans certains quartiers. Une piste de réflexion qui intervient quelques jours après la diffusion d'une vidéo d'un élève braquant une enseignante. Le gouvernement fait bloc autour de cette proposition. Et on en parle avec vous, Carole Gandon. Vous êtes référente départementale de La République En Marche dans l'Ille-et-Vilaine. Bonsoir, on en parle avec vous, Geoffrey Bollé. Geoffrey Bollé, vous êtes directeur de cabinet de Florian Philippot des Patriotes. Et avec vous, Antoine Léaumont, vous êtes responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Je commence avec vous, Carole Gandon. C'est une bonne idée, de temps en temps, des policiers à l'école quand c'est nécessaire? Écoutez, oui, cette proposition, elle vise à répondre à deux immense défi. Tout d'abord, rétablir l'ordre et la sécurité dans les établissements scolaires et puis également renouer la confiance entre les citoyens, les élèves et puis les représentants de l'État, les agents du service public que sont les professeurs et les policiers. Et pour ça, on s'inscrit dans une démarche à la fois d'écoute. Il faut écouter, je pense, les enseignants. Le hashtag pas de vague a permis de libérer quelque part cette parole avec des enseignants qui s'autocensurent et qui ont besoin d'exprimer les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans les établissements. Mais est-ce que ça ne va pas attiser de la haine ou de la colère de certains élèves? Est-ce que ça ne va pas mettre de l'huile sur le feu dans certains quartiers? Mais alors, c'est étonnant parce que votre question, elle est révélatrice du malaise profond qui existe aujourd'hui entre les citoyens, les Français et leur force de police. Les policiers, ce sont des agents du service public, ce sont des gardiens de la paix et il n'y a aucune contre-indication à ce qu'ils soient présents dans un établissement à partir du moment où ils répondent à une mission qui est celle de garantir la sécurité des élèves. Oui, mais on peut imaginer que l'école, c'est un peu l'endroit, le sanctuaire où on se refuge et où... Mais en fait, oui, l'école est un sanctuaire en effet de la connaissance et de la transmission, mais les policiers sont déjà présents dans certaines écoles. Ils interviennent sur des missions de prévention dans le cadre d'actions sur la toxicomanie, par exemple, sur des formations au premier secours, sur la sécurité routière. Ils sont présents et qu'ils exercent de façon ponctuelle des permanentes dans certains établissements où les conditions l'exigent. Moi, je trouve ça tout à fait sain. Il faut au contraire que les élèves côtoient davantage les policiers. Ils sont des agents publics, du service public, et ils doivent être présents à nos côtés. Geoffrey Bollé. Oui, non, mais la présence des policiers, si on en est réduit à cette extrémité parce que la situation, l'insécurité devient intenable dans certains établissements, il ne faut pas se l'interdire. Il ne faut pas être dogmatique. Des fois, c'est nécessaire. Donc, s'il faut le faire, il faut le faire. Par contre, un tout petit point, moi, je n'ai pas bien compris quelle était la position du gouvernement. On a quand même entendu 3 ministres, 3 versions différentes. Blanquer, Castaner, Belloubet. Le président de la République, on a compris qu'il dormait. Le Premier ministre s'exprime jamais. Mais ce n'est pas clair, alors que c'est quand même un sujet grave. On ne sait pas précisément la proposition que fait le gouvernement. Il dit des policiers, mais on ne sait pas si c'est une permanence. Ils ont tous les trois dit des policiers, pas en permanence, mais lorsque c'est nécessaire. Bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Les policiers, ils interviennent dans les établissements lorsqu'il y a de gros problèmes de sécurité. Ça, tout le monde est d'accord. Mais je crois qu'il y a un effet d'annonce quand même, et qu'en réalité, il ne va pas y avoir grand-chose. De toute façon, il faut être logique, parce que si on détachait des policiers dans des établissements, ça veut dire que vous les retirez d'endroits où ils sont également utiles. Donc, ça voudrait dire reconstituer beaucoup plus fortement des effectifs de police. Et ça, on sait que ce n'est pas la position du gouvernement. Donc, c'est de l'effet d'annonce. À mon avis, il n'y a pas grand-chose derrière. Après, voilà, quand la sécurité l'exige, sur le principe, on ne peut pas s'interdire de mettre les policiers. Maintenant, il y a d'autres propositions, peut-être j'y reviendrai dans un deuxième temps, voilà, qui sont aussi importantes pour la sécurité dans les établissements. Moi, je crois que c'est pas de policiers qui a besoin dans les écoles, c'est de professeurs. Et là, le prochain projet de loi de finances pour l'année 2019, il supprime 2600 postes à l'intérieur du secondaire. Donc, le rôle des policiers, c'est d'assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens. Actuellement, les policiers, ils ont eux aussi besoin de moyens. Et si on utilise des policiers pour les mettre dans les écoles, on va en réalité les priver de moyens humains et surtout de gens qui peuvent aller sur le terrain. Les policiers, ils ont besoin
aussi de plus de moyens, et en particulier de moyens administratifs, parce qu'actuellement il y a énormément de policiers qui sont des policiers formés pour faire du terrain et qui sont bloqués pour faire des trucs administratifs qui pourraient être réalisés en réalité par des gens formés pour faire spécifiquement des tâches administratives, ce qui permettrait de libérer des forces de police. Mais sur la présence des forces de l'ordre dans les établissements. Il y a quand même des problèmes de sécurité dans les établissements. Précisément, parlons-en de la sécurité. Quand le gouvernement décide de supprimer 160 000 emplois aidés, dans les emplois aidés, il y a des postes de surveillants, il y a des postes de CPE qui sont utilisés pour justement assurer la tranquillité dans les écoles. Donc quand on supprime des postes d'un côté et qu'ensuite on s'étonne qu'il y a des violences qui se déploient, bah voilà, il faut réussir à voir ce qu'on est en train de réaliser. Et alors c'est ma question, est-ce que dans ces quartiers dits difficiles, est-ce qu'il ne faut pas ramener plutôt l'emploi, comme vous le disiez, mettre l'accent sur ces emplois aidés qui ont été supprimés? Vous le pensez ça ou pas du tout? Alors simplement pour répondre sur ce qui a été évoqué sur le manque de moyens, il ne vous a pas échappé qu'on déploie un dispositif qui s'appelle la police de sécurité du quotidien, qui va aboutir à la fin du quinquennat à 10 000 postes supplémentaires déployés dans les quartiers prioritaires. Donc les moyens, justement, on les met et ils sont là. Même s'il y a du redéploiement, il n'y a pas de création nette de postes de policiers. Non, on est quasiment à effectif constant. On ne compense absolument pas les 15 000 postes qui ont été supprimés. Non, mais voilà, en termes d'effectifs, on va pas beaucoup augmenter. C'est du redéploiement, vous l'avez dit. Oui, un vrai débat. Donc, oui, mais c'est intéressant. Oui, ils sont là. Sur la question des emplois aidés et des contrats aidés, c'est un dispositif qui ne répondait pas à l'objectif qu'il visait, pour lequel il avait été créé. L'objectif, c'était celui de permettre l'insertion dans l'emploi. 70% des contrats aidés ne débouchaient pas sur des emplois pérennes. Moi, je ne vous parle pas de l'emploi. Je vous parle de ce dispositif que nous avons supprimé. Je vous parle de la fonction qui était réalisée. Et en l'occurrence, là, il y avait des postes de surveillants dans les écoles. Monsieur Leumont, vous avez fustigé la suppression des contrats aidés en disant que ça avait un impact sur la sécurité dans les établissements. Je vous réponds sur cette question de la suppression des emplois aidés. Concrètement, mais vous répondez à côté, du coup. L'emploi, vous le savez, c'est le cœur de notre projet, et l'école et la formation aussi. On a déployé une action très globale, et c'est, je pense, la première fois depuis 30 ans qu'un gouvernement, avec un projet cohérent et global, s'attaque à toutes ces questions. Je vous donne des exemples sur des mesures très concrètes. Quand on instaure l'école maternelle obligatoire dès 3 ans, c'est une façon d'amener des enfants, des tout petits, au contact d'autrui, de leur inculquer les savoirs fondamentaux pour les préparer au CP. Quand on dédouble les classes de CP, oui, mais madame, dans les repères, madame, on s'éloigne quand même un petit peu bien sûr que si. On parlait quand même de la sécurité. On change de débat. Vous avez parlé de l'emploi, moi je réagis. J'aimerais juste répondre, parce que avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on écoute l'avis de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Il a réagi justement, sa parole, peut-être qu'elle est intéressante. Écoutez. Le malheureux flic qu'on mettra dans le collège, il aura exactement les mêmes difficultés que les profs, que le conseiller pédagogique ou que le chef d'établissement. Ça ne changera strictement rien. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et par conséquent, les élèves ont intégré l'idée qu'on ne peut rien faire contre eux. On peut strictement rien faire. Quand vous dites à un gamin qui braque un prof avec un pistolet fut-il à billes, t'es viré 3 jours, il dit merci monsieur, mais vous pourriez pas m'en mettre 15 parce que ça m'arrangerait. Vous êtes d'accord, Anthony Leumont? Non, moi je voudrais réagir sur ce qu'on disait tout à l'heure simplement. Quand j'ai fait la remarque sur les emplois aidés, il y a certes la question de l'emploi qui est un problème puisque les emplois aidés permettaient un retour à l'emploi, mais moi je posais la question sur qu'est-ce qu'on fait de ces emplois aidés. Et ces emplois aidés, ils manquent dans tout un tas d'endroits. Ils manquent dans les communes où ils étaient utilisés et ils manquent précisément dans les écoles où il y avait des postes de surveillants qui étaient mis en place avec ces emplois aidés. Donc quand on les supprime, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite la sécurité diminue dans les écoles puisque les surveillants sont là pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants. Geoffrey Bollée, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver entre les deux? Mais bien sûr qu'il y a un équilibre à trouver. De toute façon, c'est évident que la sécurité dans les établissements, ça ne peut pas être que l'affaire de la police, puisque ça, c'est vraiment le dernier recours. Non, il faut vraiment que la hiérarchie de l'éducation nationale, se remette vraiment dans le jeu et donne les consignes. Là, je discutais aujourd'hui avec le président de l'association Racine, les enseignants patriotes, qui est une association dirigée par M. Avello, qui est conseiller régional et enseignant, associé à notre mouvement. Et il me faisait valoir qu'il a fait le constat, et c'est le terrain qui le montre, que l'insécurité dans les établissements, c'est pas du jour au lendemain, c'est le résultat d'une lente dégradation continue où on laisse passer les petites incivilités, où on ne réunit pas les conseils de discipline lorsque ça devrait être fait. Donc là, vous voyez, c'est là où on voit qu'il y a tout un mouvement qui doit être un changement de mentalité, une rupture un peu avec la culture de l'excuse. Et là, le rectorat, les académies ont une responsabilité, typiquement sur les conseils de discipline. On sait que beaucoup de chefs d'établissement, des fois, veulent mettre la poussière sous le tapis. C'est ce qui a créé d'ailleurs le hashtag pas de vague, parce que c'est remonté à la surface.
efficace pour ne pas traiter les problèmes. Donc il faut qu'il y ait des sanctions, il faut que les faits qui relèvent de qualification pénale soient transmis au procureur de la République par les conseils de discipline, et de cette manière globale, en associant également les parents, parce qu'il y a trop de cas, où les parents contestent les sanctions qui sont décidées par l'établissement. Non, il faut que les parents en bonne intelligence accompagnent l'école vers plus d'autorité, et quand ce n'est pas le cas, les responsabiliser. Alors, on rappelle que c'est des premières pistes et que le plan sera dévoilé à la mi-décembre. On y reviendra juste après la pub. Évidemment, on en reparlera. On reparlera aussi de cette interview qu'Emmanuel Macron a donnée à nos confrères de Ouest France sur la montée des populistes. À tout de suite. De retour dans votre grand JT, je suis frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres. Ces mots sont ceux du chef de l'État qui s'est entretenu avec nos confrères de Ouest France dans une interview parue aujourd'hui. L'Europe est divisée par les peurs, le repli nationaliste. Je me tourne vers vous, Carole Gandon, on en parle. Vous êtes référente départementale de La République En Marche. Les mots choisis par le président de la République sont très durs. Est-ce qu'il a raison, le chef de l'État, de dramatiser la situation ? Il a bien sûr raison d'évoquer cette similitude de situation qu'on observe entre l'Europe d'aujourd'hui et l'Europe des années 30, parce que le politique doit se nourrir de l'histoire. Et bien sûr, si l'histoire ne se répète pas nécessairement, un certain nombre de dynamiques, elles se répètent. Mais il se prépare pour les européennes, franchement ? Mais concrètement, observez les choses. On assiste aujourd'hui en Europe à une logique de repli, à une recherche de boucs émissaires, à des stratégies de dénigrement vis-à-vis des médias, des remises en cause des institutions, de la police, de la justice. Et tous ces mouvements contribuent à quelque part à constituer le terreau de ce qui nous a amené au pire au cours du XXe siècle. Et donc aujourd'hui, il faut analyser avec lucidité ce qui est en train de se passer et tirer les leçons de l'histoire. Oui, proposer une autre alternative. Geoffrey Bollée, vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il Non, ce sont des propos. Le chef de l'État ? Non, il n'est pas dans son rôle. Ce sont des propos franchement stupides. Il faut le dire. D'ailleurs, il ferait mieux de se méfier parce que ça peut se retourner contre lui. Parce que si on est dans les années 30-40, moi c'est très bien. J'ai choisi mon camp, c'est l'Angleterre. Lui, c'est l'Allemagne. Et je ne sais pas, vous voyez, si c'est très très intelligent. Parce que l'Angleterre aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est le choix du Frexit, c'est le choix du Brexit, de la liberté, de la démocratie. Et nous, par exemple, aux Patriotes, avec Florent Philippot, c'est évidemment ce que l'on défend. Et lorsque l'on défend la démocratie, on n'a pas le sentiment d'être dans le populisme, d'être dans l'extrémisme, d'être dans le nationalisme. C'est tout au contraire. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas comme ça jeter l'anathème sur les peuples. On voit qu'il y a quand même un phénomène. On voit quand même que du côté de Macron, il y a un phénomène, et pas que Macron, du système un peu général, qui consiste à diaboliser le peuple. Donc on accuse un peu tout le monde d'être populisme. Dès que les résultats des élections, des référendums ne conviennent pas, c'est le populisme. Non, c'est la démocratie. C'est la démocratie. La démocratie, il faut l'accepter, madame. Donc non, moi je trouve très inquiétant que l'on remette sans cesse en cause le choix des peuples, parce que c'est donc remettre en cause la démocratie. Vous savez ce que disait Churchill, la démocratie c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Alors défendons-le et cessons de dénigrer en permanence les États-Unis, l'Europe aussi. Alors Carole Gandon, je vais vous redonner la parole, mais Antoine Léaumont, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Est-ce que Emmanuel Macron ne se prépare pas aux européennes ? Est-ce que c'est votre avis ? Clairement, ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de souffler dans le dos du Front National pour essayer de le faire monter. En fait, il veut rejouer le... Et pourquoi ? Mais parce qu'il veut rejouer le deuxième tour de la présidentielle, parce qu'il sait que actuellement, il est tellement détesté par les Français que le seul moyen d'essayer de faire un score à peu près correct aux élections européennes, c'est Le Pen ou c'est moi, ou c'est Mélenchon ou c'est moi. Donc c'est de la com politique. Mais c'est de la communication politique. Après, il dit un truc qui est intéressant. C'est vrai qu'on pourrait en parler des années 30. Qu'est-ce qui se passe dans les années 30 ? Pourquoi on arrive dans la situation dans laquelle on arrive ensuite ? Parce qu'il y a une crise financière majeure qui se déploie à partir de 1929. Une crise financière majeure, on en a eu une en 2009. Et elle est due au fait que les marchés financiers sont complètement laissés libres. Monsieur Macron aggrave les choses en laissant encore plus d'argent pour les marchés financiers avec la flat tax, avec la suppression de l'ISF. Donc il va aggraver encore et potentiellement provoquer une prochaine explosion de la bulle financière. Et ce qu'on constate, c'est que quand la bulle financière explose, ça provoque du chômage. Et le chômage, les gens... Provoque le populisme ? Non, le chômage provoque pas le populisme. Le chômage provoque des demandes de réponse de la part des États. Et quand on abandonne l'État, comme est en train de le faire Monsieur Macron, on ne répond pas aux demandes populaires. Les gens veulent de l'État. Les gens veulent que l'État prenne en charge les questions sociales, les questions de santé, les questions de sécurité. Pour agir, il faut être souverain. Il faut être souverain, donc sortir de l'Union européenne. C'est très clair. Pour agir, il faut effectivement être souverain et il faut sortir des traités européens. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il ne faut pas faire de nuances. Sortir de l'Union européenne. Non, mais c'est très bien. Moi, je suis très heureux.
si vous sortez de l'Union européenne sans essayer de négocier, ça veut dire que vous condamnez les autres à rester dans la situation. Non, monsieur, c'est un constat. C'est un constat. L'Union européenne n'est pas réformable. On a vu. Non, mais vous avez le droit d'être naïf d'une certaine manière. Non, je suis pas naïf. Si, vous êtes naïf parce que vous pensez que l'Europe peut se réformer. C'est bien ça que vous venez de dire. Je considère qu'il faut essayer de discuter avec nos partenaires européens pour changer les traités européens. S'il n'est pas possible de changer les traités européens, monsieur, on n'arrive même pas à réformer une simple directive. Qu'est-ce que vous voulez changer les traités européens qui nécessitent l'unanimité? Ça nécessite l'unanimité des États. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas faire adopter, par exemple, regardez, il y a eu un exemple très concret. Ça fait 10 ans que l'Union européenne parle de mettre en place une taxe sur les GAFAM. Non, mais laissez-moi vous donner cet exemple. Laissez-moi vous donner cet exemple, monsieur. N'ayez pas peur. Laissez-moi vous donner cet exemple. Je vais aller au bout. Non, mais ne m'interrompez pas. Je vous laisse, mais je termine et après vous répondrez avec grand plaisir. Ça fait 10 ans que l'Union européenne, par exemple, parle de mettre une taxe sur les GAFAM, vous savez, les grands groupes, Google, Facebook et compagnie, et elle ne le fait pas pour une raison très simple, c'est que des pays comme l'Irlande, comme le Luxembourg n'y ont pas intérêt et profitent de la situation actuelle. À l'inverse, le Royaume-Uni, qui se place dans la perspective du Brexit, a voté il y a quelques jours une taxe sur les GAFAM parce que précisément il va retrouver sa souveraineté et la capacité de le faire. Donc vous voyez, la souveraineté, c'est l'efficacité en la matière et il n'y a pas à craindre. Vous savez, on continuera à faire de la coopération, à travailler avec nos voisins, mais il faut sortir de l'Union européenne. Coupez 5 minutes le moulin à parole et laissez les gens. C'est pas le moulin, monsieur. Vous êtes dans la naïveté et dans l'inutilité. Non, je voudrais si, il faut aussi laisser parler aux adversaires. Désolé, je voudrais simplement répondre sur ça. Je vous donne la parole juste après. Non, je suis désolé, c'est directement en lien. Après, je vous laisserai répondre sans problème. Il y a un respect des temps de parole, Antoine. C'est pas possible, ça coupe complètement le débat. Et après, je reviens vers vous. Mais oui, mais c'est à lui que je veux répondre, c'est pas à Madame Grandet, je suis désolé. Oui, mais elle a le droit de parler, je vous répondrai encore. Si vous permettez que j'apporte simplement un éclairage, une réponse. On voit ici sur ce plateau qu'en effet, nos intervenants se renvoient un petit peu dos à dos avec des incantations, des il faudrait, des il faut. Nous, on est dans l'action. Elles sont du côté de Macron. Ce que fait Emmanuel Macron, permettez s'il vous plaît que je termine une phrase, monsieur. Allez-y, je sais que vous adorez un Non, mais allez-y, Carole Gandon. On n'a pas beaucoup de temps. Allez-y, merci. Donc, ce que fait Emmanuel Macron, effectivement, quand il évoque et qu'il invoque l'histoire aujourd'hui, c'est simplement en résonance avec ce que nous faisons concrètement. Nous agissons. Il est le seul Emmanuel Macron qui, depuis 1 an, 2 ans, parle d'Europe, assume de dire que nous voulons transformer l'Europe. Bien sûr que si. Mais non, c'est faux, c'est pas le seul qui parle d'Europe. On en a plus parlé avec vous pendant la campagne à la présidentielle. Il a parlé d'un plan B, il a parlé Bah oui, donc il a parlé d'Europe, n'est-ce pas? Il a parlé d'Europe. Bien sûr, il a parlé d'Europe en proposant de renverser la table et en proposant, en laissant imaginer que l'Europe attendait la France et que nous aurions, en tapant du poing sur la table, la capacité à changer les choses. Personne n'a jamais essayé de le faire. Macron est en échec sur l'Europe. Finissez très rapidement. Non, mais très rapidement, des actions concrètes que nous menons justement dans le cadre de la préparation de cette campagne des Européennes qui s'annonce, la Grande Marche pour l'Europe, pour aller questionner les Français, pour créer un espace public européen qui nous manque cruellement parce qu'aujourd'hui l'Europe, elle est lointaine, elle est économique, elle est effectivement technocratique. Mais elle est antidémocratique. Alors Antoine Léaumont, allez-y. Elle est antidémocratique. Elle refuse les budgets des États alors même qu'ils entrent dans les clous des traités. Mais je voudrais vous répondre à tous les deux parce qu'au final vous avez un point commun en réalité. Rapidement aussi, parce qu'il faut qu'on passe. Oui, mais très rapidement, mais si je peux finir une phrase, j'arriverai à le faire rapidement. Vous avez tous les deux une fausse idée de ce qu'est la France. Vous vous dites patriote et vous n'acceptez pas que la France puisse avoir un rôle de négociation au sein de l'Union européenne. Enfin, c'est incroyable. On est la deuxième économie L'Union européenne est un échec total. Elle a montré par les faits qu'elle ne se réformait pas, monsieur. Vous êtes incapable de laisser quelqu'un finir une phrase. Mais vous dites n'importe quoi en l'espèce. Je suis désolé, vous vivez à quelle époque? Dans les années 2000? Vous êtes en 2000, monsieur, en 2018 aujourd'hui. Qui dirige actuellement en Europe? C'est l'Allemagne de Merkel. C'est l'Allemagne, c'est les lobbies, mais c'est les traités qui veulent ça arrêter de... impose les décisions qui sont favorables à l'Allemagne. Eh bien, que la France accepte son rôle en Europe, que la France ait une parole forte et ne soit pas, comme vous le dites, ce que fait M. Macron, par exemple, sur le glyphosate, c'est perdre. Antoine M. Macron a perdu sur le glyphosate. On va y venir après. D'accord, mais non, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. J'ai une vision de la France. L'Europe ne se réforme qu'à l'unanimité. J'ai une vision de la France qui prend en compte sa puissance. À l'unanimité, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors
on vient de voir le clip du gouvernement pour les élections européennes, avec cette phrase à la fin, l'Europe changera, à vous de décider dans quel sens. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, a répondu sur Twitter. Regardez, le gouvernement français publie avec l'argent des contribuables un clip officiel pour Europe 2019 en m'utilisant comme un épouvantail. Macron et ses amis doivent avoir très peur. En 2019, ils attendent un printemps des peuples qui va les balayer. Alors, ça, c'était la réaction de Matteo Salvini. Harold Iman, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on voit justement cette montée des populismes à travers le monde ? On va regarder où en sont les populismes de droite et puis on va aussi regarder les populismes de gauche. Là, la tache rouge, ça c'est le populisme de droite. On appelait ça parti nationaliste parce qu'ils ne sont pas tous identifiés populistes. Et puis vous avez des pays où ils participent au pouvoir, là comme la Suède ou le Danemark et beaucoup d'autres pays. Et d'autres pays où ils sont aux portes. Alors, extrême droite, droite dure, comme vous voudrez, ils sont en train de taper aux portes. Maintenant, côté gauche, n'oublions pas qu'il y a un petit groupe de populisme de gauche qu'on va regarder, qui sont surtout en Amérique latine. Le Venezuela, le Mexique vient de passer dans ce sens, le Nicaragua et Cuba qui est carrément une dictature. Donc ça, c'est même pas la peine de le qualifier, mais c'est ce à quoi aspirent au moins 2 des 3 autres. Donc voilà un petit peu le topo international. Alors on voit avec cette carte qu'il y a une montée des populistes. Est-ce qu'on pourrait définir le mot populisme, s'il vous plaît ? Moi, j'aimerais bien. Je m'attendais à ça, mais j'aimerais dire que c'est le peuple. C'est la volonté du peuple, mais c'est beaucoup plus que ça. Le populisme, c'est l'appel au peuple. Voilà ce que c'est que le populisme. Non, le populisme, c'est considérer que le peuple doit avoir son mot à dire dans les affaires. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé, grammaticalement, le populisme. Non, mais c'est pas grammatical, c'est historique. Et dans l'histoire, le populisme, c'est quelque chose qui estime que les peuples sont plus importants que l'ordre établi et qu'on peut le défaire via les peuples. Donc la Constitution. Moi je suis d'accord avec ça. D'accord. Ça s'appelle la démocratie. Voilà. Vous donnez une définition. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Non, au-dessus de la Constitution. La Constitution ne plaît pas. La Constitution organise le pouvoir du peuple. C'est des démocraties. Est-ce que vous comprenez que lorsque on se confronte avec l'indépendance de la presse, avec l'indépendance de la justice... Mais vous savez quoi ? Les Français, il y a eu un sondage qui a été publié hier. Et vous savez ce que pensent les Français ? On leur a demandé qui a trop de pouvoir. Et ils répondent, premièrement, les marchés financiers à 78%, deuxièmement, les grandes multinationales à 74%, troisièmement, les médias à 52%, et quatrièmement, la Commission européenne à 50%. Alors vous dénoncez souvent les sondages. Voilà. Mais enfin, c'est un sondage quantitatif. Ça vous donne des éléments de compréhension de ce qui se passe. Si vous voilez la face sur ces sujets, si vous considérez que, oui, c'est les marchés financiers qui doivent tout gouverner, alors on ne peut rien faire parce les marchés financiers doivent décider, et puis l'Europe doit décider. Si on considère ça, effectivement, vous aurez de la colère dans le peuple. Et vous pouvez pas l'empêcher parce que les gens veulent décider. Et quand on leur demande qui a trop de pouvoir, vous savez combien ils répondent pour les citoyens ? Ils répondent 3%. 3% pensent que les citoyens ont trop de pouvoir. Ça veut dire que les citoyens n'en ont pas assez. Et dans le cadre de la 5e... Je voudrais juste aller au bout de ça. Dans le cadre de la 5e République, le président de la République a également trop de pouvoir et il l'a démontré également. Nous proposons d'en sortir et de faire une 6e République où le peuple, justement, le peuple que vous détestez tant, puisse décider de sa constitution, puisse la voter, la débattre et ensuite la choisir par référendum. Oui ou non, et recommencer si jamais c'est non. Alors que vous détestez tant, c'était... Mais non, mais je suis désolé. On a l'impression que le mot peuple vous effraie. Allez-y, beaucoup parlé, Antoine. Mais vous êtes effrayé par le peuple. Moi non. Moi, ce que je trouve très effrayant, c'est justement ce type de discours. Évidemment. Qui viennent remettre en cause, en effet, notre République, nos institutions. Si, pardonnez-moi, mais quand on entend Jean-Luc Mélenchon appeler à la haine des médias, quand on voit Jean-Luc Mélenchon qui intimide physiquement un magistrat, des policiers, je trouve que c'est effectivement pourquoi vous ne parlez pas des policiers qui ont renversé des assistants ? Pourquoi vous n'en parlez pas aussi ? Madame, on ne parle pas d'un responsable politique qui est un élu de la nation et qui dit, permettez-moi de finir, qui dit lui-même la République c'est moi. Quel exemple on donne aux jeunes qui demain, lui, a brandi un pistolet factice dans sa classe et va être sanctionné à juste titre. Quel exemple on donne à ces jeunes ? Je trouve ça très important. Mais madame, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait dire lorsque des institutions piétinent les choix des peuples, lorsque le référendum sur la Constitution européenne, que l'on avait
est rejeté, nous est réimposé par derrière, lorsque les Grecs rejettent le plan d'austérité et qu'on leur impose par derrière. Et ça, ce sont des institutions bien identifiées qui font ce travail, madame. Non, mais madame, je ne suis pas au Rassemblement national, madame, je suis au Patriote. L'extrême droite en France aujourd'hui se rapproche. Non, mais donc déjà, mettez-vous juste à jour. Et ensuite, et ça c'est beaucoup plus grave, lorsque des institutions technokratiques s'assoient sur les choix des peuples, c'est infiniment plus grave que quand un petit politicien vient s'exciter contre les médias. Ça, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Vous comprenez, madame? Ce sont les peuples qui sont méprisés aujourd'hui. Les peuples. Il n'y a pas de peur, c'est une réalité. Les peuples ne sont pas responsables de la situation actuelle. Les peuples ne sont pas responsables de la situation actuelle, madame. Ce sont les gouvernants qui sont responsables parce qu'ils n'écoutent pas les peuples. Très rapidement. Non mais 10 secondes. C'est caractéristique. Dès qu'on parle du peuple, vous n'êtes plus d'accord. Et dès lors qu'on considère que le peuple doit avoir son mot à dire sur ses institutions, au niveau européen et au niveau économique, alors là c'est l'horreur. On peut plus, on peut plus. Ces institutions. Mais bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler, s'il vous plaît. On doit absolument rendre l'antenne. On aura l'occasion. Mais quand le président de la République dit qu'il y a des gens qui sont rien, on en est-ce qu'il bafoue pas le reparlera peuple? évidemment. Et tout de suite, un nouveau JT. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme toujours, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que moi ça m'aide à m'améliorer, ça m'aide à progresser, ça m'aide à voir si je vais dans la bonne direction. Mais en tout cas, moi j'étais très content d'avoir pu dire sur ce plateau que le peuple n'est pas un problème mais la solution, justement pour régler les problèmes auxquels désormais l'humanité est confrontée, et notamment les problèmes environnementaux et sociaux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!